Bonjour à tous, nous allons commencer. Est-ce que pour l'interprétariat, la traduction, nos collègues là-haut sont prêtes? Est-ce que ça fonctionne? Donc vous avez des casques qui sont distribués à l'entrée. Bienvenue à l'Institut français du Liban. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Merci au Fonds Roberto Cimetta d'avoir choisi l'Institut français du Liban pour héberger cette réunion, cette importante réunion régionale. Je voudrais saluer bien sûr l'ensemble des participants, notamment ceux qui sont venus de loin, des pays de la région, saluer les personnalités qui sont présentes ici, Monsieur le Président du Fonds Roberto Cimetta, mes collègues du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Culture, remercier l'ensemble des organisateurs également de cette réunion, avec la complicité active de Angie Cotte, l'équipe de l'Institut français, Carole Pratt, Cynthia Canaan, Amélie Coquerel, Antoine Helou, toute l'équipe du secrétariat général, Fawzi, Walid, Jean, qui nous permettent donc aujourd'hui d'être réunis. Et nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir aujourd'hui Madame Mona Razindar, qui est la directrice générale de l'Institut du monde arabe, en visite au Liban et qui interviendra dans quelques instants devant nous sur l'Institut du monde arabe et ses différents programmes. Nous, à l'Institut français du Liban, quelques mots, donc nous sommes un service de l'ambassade de France, nous sommes un institut au service de l'action extérieure de la France, nous sommes aussi un institut européen qui fait partie d'un réseau d'instituts culturels européens, d'un cluster, comme on dit, ENIC. Et à ce titre, nous poursuivons des activités dans plusieurs domaines. D'abord pour promouvoir l'éducation et la langue française et le plurilinguisme. Nous intervenons également pour renforcer des partenariats avec les acteurs culturels libanais, en ayant toujours à l'esprit de renforcer les capacités institutionnelles de ces partenaires. Et enfin, troisième grand axe, nous sommes des organisateurs également d'événements et nous avons pour mission de diffuser la culture française et européenne au Liban et de favoriser les échanges entre la France, le Liban, les pays de la région. Donc on voit déjà beaucoup de complémentarité possible avec le Fonds Roberto Cimetta et avec d'autres grandes organisations qui interviennent dans ce domaine. La semaine dernière, nous avions ici, dans cette même salle, une autre importante réunion régionale, celle du réseau ENIC, donc des instituts culturels européens, et nous avions la chance d'accueillir la présidente du réseau, qui est actuellement Delphine Borion, donc qui est directrice de la coopération culturelle et du français au ministère des Affaires étrangères. Et avec ce réseau ENIC, nous allons travailler sur un important programme qui concernera les pays de la région. Et je salue la présence également parmi nous de Radija El Benaoui, qui vient d'être choisie pour être la coordinatrice de ce prochain projet régional ENIC. Et ce qui m'a frappé dans nos discussions, sous le contrôle de Radija la semaine dernière, c'est que nous avons beaucoup insisté sur deux thèmes, celui de la formation tout d'abord et celui de la mobilité. C'était vraiment les deux grands thèmes qui ressortaient et nous voulons essayer de travailler pour plus de mobilité bien sûr, en ayant toujours à l'esprit que la mobilité doit s'accompagner de la durabilité des actions. Et c'est aussi le défi qui nous concerne tous, c'est-à-dire il ne s'agit pas seulement d'échanger ou d'organiser la mobilité, mais ensuite d'assurer le suivi de cette mobilité pour que les échanges soient de plus en plus nombreux et que les liens se renforcent. Voilà, quelques mots introductifs. Encore une fois, merci beaucoup à tous d'être là. Bienvenue dans cet espace qui est le vôtre. Et je laisse la parole maintenant à des gens beaucoup plus compétents que moi, notamment au président Ferdinand Richard pour le fonds Roberto Cimetta. Merci beaucoup.
Merci Monsieur le Chevalier, merci de votre accueil. Donc nous sommes très heureux d'être à Beyrouth, qui est par ailleurs, d'un point de vue personnel, cher à mon cœur. Je suis venu souvent à Beyrouth, j'aime beaucoup cette ville, j'aime beaucoup ses habitants. Nous allons tout de suite donner la parole à nos amis des institutions françaises, Julien Chenives peut-être, hein, et Inès da Silva ensuite, pour quelques mots. Inès peut-être, chère Inès. Donc, ministère de la Culture français. Merci. D'abord, moi aussi, je suis très contente d'être ici. Je connais moins bien Beyrouth que toi, Ferdinand, mais j'ai déjà décidé que j'aimais beaucoup être ici. Donc, quelques mots d'introduction très très rapides. D'abord pour dire que la raison de la présence du ministère de la Culture ici, elle est multiple. Et donc moi, je suis Inès da Silva, je travaille à la Direction Générale de la Création Artistique. Donc c'est une des 3 grandes directions du ministère de la Culture en France. La Direction Générale de la Création Artistique s'occupe de spectacles vivants et d'art plastique, comme on dit en France, donc ça veut dire l'art contemporain depuis 1945, puisqu'en France on aime bien classer les choses par période et par genre, etc. C'est notre héritage cartésien, je crois. Et donc, nous, on est là et je représente seul le ministère de la Culture, puisque un de mes collègues qui lui travaille au secrétariat général du ministère de la Culture, qui a une approche plus diplomatique et plus transversale des choses. Moi, je représente seulement une direction générale, qui est très importante, certes. Mais en tout cas, voilà, mon collègue Jean-Baptiste Cusin, qui s'occupe de choses de façon plus transversale et en particulier d'une chose dont on parlera peut-être plus avant dans la journée, qui sont les séminaires Malraux que le ministère de la Culture développe depuis, je sais pas, de longues années, qui sont des séminaires sur les politiques publiques de la culture, voilà, qui aurait, je pense, souhaité être là pour vous parler de ça, mais qui m'a donné mandat pour le faire. Donc la raison pour laquelle nous on est là, c'est que donc dans notre direction générale, donc où moi j'anime un bureau de l'action européenne et internationale, donc on s'occupe beaucoup de parler avec la Commission européenne à Bruxelles pour leur dire attention, c'est très important, les directives que vous prenez impactent nos métiers, parce que parfois ils sont pas, enfin, la toute petite DG Culture de Bruxelles n'est pas très au fait que certaines de ces décisions impactent vraiment les artistes et les professionnels de la culture. Donc on a vraiment cette mission-là au sein du bureau. Et ensuite, on a souhaité, on a vraiment souhaité, depuis quelques années, travailler vraiment sur cette zone géographique-là, avec les institutions qui sont sous tutelle du ministère de la Culture, puisqu'on se rend compte que, quand même, nos scènes nationales, nos centres chorégraphiques nationaux, nos écoles d'art, pour ce qui est des arts plastiques, nos centres d'art, etc., travaillent en coopération depuis assez longtemps avec la zone du Maghreb, la zone du Moyen-Orient, et souvent travaillent avec les réseaux dits indépendants de ces pays-là. Donc, comme une partie de mon travail consiste à faire beaucoup de notes pour les ministres quand ils se déplacent ou quand ils reçoivent des délégations étrangères, on pointe toujours le fait que nos réseaux français sont très en lien avec des réseaux indépendants qui, selon les pays, ne sont pas toujours très bien traités par leur gouvernement. De façon parallèle, les ministères de la Culture, donc les officiels, viennent beaucoup voir les ministres de la Culture français pour dire « Ah, bah tiens,
on voudrait faire ça avec vous, etc. Et par moments, on a l'impression qu'il y a une espèce de déconnexion entre les deux niveaux, le niveau officiel et le niveau indépendant. Et donc, on s'est demandé comment on pouvait essayer de travailler à la fois sur les politiques publiques, à la fois sur le réseautage des indépendants et surtout encore améliorer le réseau avec nos institutions à nous en France et surtout le niveau européen qui aide beaucoup avec des programmes spécifiquement dédiés à cette zone, MED, etc. Et voilà, on s'est dit qu'on avait une association qui travaillait beaucoup sur ces questions-là, qui est le Fonds Roberto Cimetta, que le ministère de la Culture aide depuis quelques années, je crois. Moi, je ne suis pas au ministère de la Culture depuis très longtemps, donc je ne sais pas, mais en tout cas, on avait déjà beaucoup travaillé quand j'étais à l'AFA, donc l'ancêtre de l'Institut français avec Ferdinand, avec le Fonds Roberto Cimetta, même quand c'était pas Ferdinand qui le présidait. Et on s'est dit que finalement, agir dans cette zone géographique-là, au niveau régional, Afrique du Nord, Moyen-Orient, et au niveau européen, et raccorder les programmes de financement et les questions des politiques publiques, c'était un bel agenda de travail. Donc c'est pour ça que on s'est beaucoup agité à Paris avec le MAE, le ministère des Affaires étrangères et l'Institut français pour essayer de trouver un moyen de faire et d'organiser un certain nombre d'événements, soit en France, sur le territoire français, soit dans la zone, sur ces questions-là et faire que les gens puissent se rencontrer. Parce que, voilà, au ministère de la Culture, en tout cas dans les directions métiers, comme on dit, ce qui nous tient beaucoup à cœur, c'est de partir de l'existant, de partir de qu'est-ce que sont les pratiques des professionnels français, des professionnels étrangers, et de ne pas toujours réinventer l'eau chaude, l'eau tiède, la banane courbée, pardon pour les traducteurs. Voilà, en gros, c'était ce que je voulais dire. Je pense que Julien pourra vous en dire un peu plus sur une réunion qu'on a eue au début de l'été et sur le plan de travail qu'on se propose de mener de façon interministérielle, concertée, amicale, etc. Et on espère efficace. Voilà, merci. Merci Inès, merci beaucoup. Julien, alors évidemment, j'ai oublié de dire en entrée que cette réunion est rendue possible par l'aide effective du ministère de la Culture, donc il faut quand même le souligner. Je vous remercie beaucoup. Julien. Oui, bonjour, très rapidement. Je suis évidemment également très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Pour le ministère des Affaires étrangères, on essaye d'intervenir et de promouvoir une relation d'échange durable qui soit le plus possible fondée sur les notions de réciprocité, de compréhension, d'ouverture à l'autre, de respect mutuel. C'est aussi l'idée pas seulement de dialoguer ensemble, mais aussi de faire ensemble, de créer ensemble, en tout cas de rendre possible le fait de créer ensemble, et de faire ensemble. Comme le disait Inès, les axes de travail du fonds Roberto Cimetta sont pour nous des actes essentiels. La question de mobilité, la question de mise en réseau, la question du renforcement, de la mise en place de partenariats internationaux et également le fait de travailler au niveau régional. Et donc c'est pour ça qu'on a depuis quelques années également une relation suivie avec le fonds Roberto Cimetta et avec Ferdinand. Le projet qu'évoquait Inès, donc ce projet
interministériel. Interministériel, c'est un bien grand mot. C'est en fait un projet assez simple et qui rejoint un peu ce que fait le fonds Roberto Cimetta et ce que vous allez faire aujourd'hui ici, c'est d'essayer de mettre un petit peu en synergie les différentes, côté français déjà, les différentes initiatives et actions qui existent dans l'échange entre la France et le monde arabe, dans l'échange culturel entre la France et le monde arabe, que ce soit en termes de soutien au développement de politiques culturelles publiques, que ce soit en termes de renforcement, de soutien au renforcement, la structuration de lieux culturels indépendants, ou que ce soit en termes de soutien à la mobilité des artistes et des professionnels de la culture. Le constat qu'on a fait, qui est assez simple, c'est qu'il y a énormément d'acteurs en France, institutionnels ou non institutionnels, qui agissent sur ces différents axes, qui agissent dans une coopération avec le monde arabe sur ces différents axes. Il y a l'État, le ministère de la Culture, le ministère des Affaires étrangères, mais il y a aussi des collectivités territoriales, des établissements culturels publics, etc., etc. Et puis, côté société civile, des associations, etc. Et on souhaite simplement essayer de mettre davantage de synergie et pour cela déjà faire un recensement des initiatives existantes, des lieux culturels indépendants de France et du monde arabe, qui pourraient peut-être encore davantage travailler ensemble, des programmes d'invitation et des résidences d'artistes qui existent. Voilà, et de façon à mettre déjà cette information à disposition sur une plateforme numérique et donc faciliter encore ces échanges. Ce projet donc de recensement au niveau français qui veut développer encore davantage, faciliter les liens avec le monde arabe. Voilà, c'est là quelque part aussi une première étape, puisque derrière il y a le projet qu'évoquait tout à l'heure Aurélien, le projet Ionique de mise en place d'une coopération avec le monde arabe, qui est un petit peu aussi sur ces axes de travail, mais là dans un cadre un peu plus large, parce que c'est l'Europe d'un côté et le monde arabe de l'autre. Voilà, je m'arrêterai là sur cette courte présentation et je suis ici pour aujourd'hui vous écouter, entendre vos retours sur toutes ces problématiques qu'on va aborder aujourd'hui. Merci. Merci Julien, merci à vous tous d'être là. Je vais être assez bref dans mon propos introductif, parce qu'évidemment, l'idée de cette rencontre n'est pas un colloque, n'est pas un symposium, n'est pas un moment de grande communication et discours. C'est vraiment, l'intérêt, c'est de vous entendre et de discuter avec vous. D'ailleurs, en fin de journée, nous organisons ce que nous avons déjà fait à Guimaraes et dans des rencontres précédentes, quelque chose qui fonctionne très bien, qui s'appelle speed dating. Donc on va vous expliquer, Angie vous expliquera mieux comment tout ça fonctionne, qui privilégie la communication individuelle, personne par personne. Le fonds Roberto Cimetta, et d'abord je voudrais quand même le signaler, je suis le seul Français du conseil d'administration du fonds Roberto Cimetta. Le fonds Roberto Cimetta est une association de droit français, mais c'est surtout un groupement international. Et nous avons évidemment des gens du monde arabe, nous avons des gens des Turcs, nous avons des personnes des Balkans. Le fonds Roberto Cimetta est vraiment une institution internationale. Il fonctionne sur une idée simple que vous connaissez tous.
simple, donc efficace, qui est de fournir des bourses de voyage à des opérateurs culturels ou des artistes dans la relation euro-arabe. Je dis bien la relation euro-arabe parce que nous avons évidemment très vite compris que le monde arabe ne se limitait pas au Nil et que pour les artistes arabes, la dimension arabe dans sa grande totalité était très importante. À ce titre, je vous informe d'ailleurs que nous prévoyons au début du mois de février une réunion régionale à Bahreïn qui est en très bonne voie. Nous ne savons pas exactement qui nous pourrons inviter parce que tout ça dépend d'une question de moyens évidemment, mais en tout cas cette réunion est prévue, bien entendu avec nos jeunes amis artistes des pays du Golfe qui sont évidemment importants et qui ne doivent pas être oubliés. Le fonds existe depuis plus de 10 ans. Il a distribué des bourses de voyage modestes. En général, ce sont des billets d'avion, donc ce ne sont pas des grosses sommes. Mais il en a distribué plus de 1000. Ce qui fait que, quelque part, le fonds Roberto Cimetta est partenaire ou a participé à un très grand nombre d'opérations petites ou grandes qui se sont passées dans cette relation. C'est important de le dire parce qu'à partir de cette expérience, nous sommes en relation avec nos anciens bénéficiaires et nous sommes très intéressés de savoir ce qui s'est passé après leur voyage. Et donc nous sommes en train de travailler sur un corpus statistique. Statistique, le mot est un peu fort, c'est pas très scientifique, mais en tout cas, nous sommes en train de faire un travail de fond sur les retours, j'allais dire, de ces mobilités. C'est important parce que c'est à partir de ces retours que nous pouvons faire émerger peut-être 3 ou 4 points importants que je vais rapidement vous citer maintenant. Encore un petit détail sur ces retours de mobilité. Je n'ai pas pu arriver hier matin, je vous prie de m'excuser pour la plateforme Mystic Chaf, parce que j'étais convoqué à un brainstorming, une rencontre brainstorming organisée par la Direction Générale Éducation Culture à l'Union Européenne sur la constitution d'un fonds statistique sur la mobilité. Alors pas simplement dans la zone euro-arabe, mais en Europe et extra-européen en général. C'est-à-dire que ces gens se préoccupent, comme nous, de savoir, de connaître la vraie réalité de cette mobilité artistique et culturelle. Parce qu'effectivement, nous n'avons pas de chiffres, j'allais dire, comparables. Il n'y a pas de... c'est un peu comme si on comparait des choux et des carottes. Il y a des endroits où vous avez des statistiques très pointues, très intéressantes, mais qui sont limitées géographiquement ou qui sont limitées par discipline. Il est très difficile d'avoir une vision transversale et harmonisée, j'allais dire, de la réalité de cette mobilité artistique. Et tout le monde sent bien qu'il faut vraiment que nous travaillions sur cette chose. Alors voilà. Donc, peut-être quatre points qui me paraissent vraiment essentiels à rappeler. C'est des points de droit, en fait. Nous sommes sur une histoire de... Nous partons du droit. L'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit que tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit. Le mot dignité passe même avant la question du droit. Dignité, c'est quoi? Dignité, c'est on reconnaît et on accepte mon identité culturelle personnelle. Donc on est bien face à une question de diversité et de diversité croisée, c'est-à-dire que par ailleurs, je suis aussi responsable du panel d'experts de l'UNESCO sur le Fonds international pour la diversité culturelle. Nous discutons de ces enjeux en permanence. La diversité n'est pas, dans certaines circonstances, la diversité est tellement mal interprétée qu'elle peut aller jusqu'à l'exclusion. C'est-à-dire qu'on est sur de la pureté ethnique, on veut protéger son identité et surtout pas la mélanger avec celle des autres. Là, il y a un enjeu très important et qui touche immédiatement la mobilité, vous l'avez bien compris. Donc cette question de diversité et de dignité nous dit nous devons reconnaître l'autre dans ce qu'il est, nous devons nous enrichir de l'autre, il doit en théorie accepter ma différence, et c'est tout l'enjeu de la mobilité est sur cet échange croisé. Nous ne sommes pas dans un exercice de représentation, où nous allons représenter notre souveraineté nationale ou notre excellence, mais nous sommes bien dans un processus de fertilisation croisée qui a ses limites, mais qui doit exister. Et je pense que les artistes, les opérateurs culturels sont les mieux placés pour partir dans cette expérience et de cet exercice. Mais donc, nous sommes bien à la recherche, j'allais dire, à cause de cette histoire de dignité,
nous sommes bien à la recherche d'un échange équitable. Le problème que nous avons avec la coopération culturelle depuis plusieurs années, et il n'est pas spécifiquement français, il est des pays riches vers les pays moins riches, on va dire, c'est que la relation n'est pas équitable. Je vous donne un exemple très simple. La Fondation Annalint, qui par ailleurs fait un travail remarquable à bien des égards, que nous sommes très contents que la Fondation Annalint soit là et distribue les subventions qu'elle distribue, reconnaît elle-même que le mécanisme de la Fondation Annalint exige bien sûr qu'il y ait dans un partenariat des gens du Nord et des gens du Sud. Donc nous avons des partenaires du Sud. Par contre, l'indicateur inquiétant, c'est que très peu des chefs de file des projets qui sont soumis à la Fondation Annalint sont des gens du Sud. Le chef de file est presque toujours un chef de file du Nord. Alors ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que par exemple, je force le trait de manière un peu caricaturale, mais je pense que vous me comprendrez, un jeune chorégraphe de Casablanca, s'il veut travailler avec un jeune danseur de Beyrouth, a plutôt tendance à chercher un chef de file en Europe qui va avoir, lui, les moyens de construire le projet et de rassembler les gens, plutôt que d'essayer de construire une relation directe. Parce que les moyens de production ne sont pas là, ou sont insuffisants, ou sont invisibles. Donc la question de la mobilité s'accroche bien sur la question de l'après-mobilité, en quoi la mobilité donne les moyens à des opérateurs locaux ou des artistes locaux de développer leurs capacités jusqu'au point où ils peuvent être porteurs de projets. Je pense que la relation équitable sera rétablie quand nous verrons une relative parité dans le nombre, dans la distribution des porteurs de projets entre le Nord et le Sud. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a, j'allais dire, un point de départ qui est un peu inéquitable, dans le sens où, dans le Nord, les gens ont plus de capacité, bien entendu, à porter des projets et à les produire, et même avec la meilleure volonté du monde, à partir du moment où un projet naît au Nord, il est forcément orienté dans l'intérêt des gens qui habitent là. Donc, nous, ce qui nous intéresse derrière la mobilité, c'est de voir émerger des équipes au Sud suffisamment solides pour émettre, pour créer, pour désigner leurs projets et pour trouver des financements qui vont avec et éventuellement des partenaires au Nord. Et cette question d'équitabilité est essentielle. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est que on retrouve dans l'intérêt de l'Europe pour la culture actuellement, il y a un regain d'intérêt. J'étais président du Fonds européen pour les arts et le patrimoine, du Forum européen pour les arts et le patrimoine dans la fin des années 90. On avait vraiment l'impression que la culture n'intéressait pratiquement personne dans les sphères européennes. On sent clairement un changement. Je pense que l'équipe de Xavier Troussard, depuis quelques années, fait un réel effort de compréhension, de suivi, de soutien. On peut penser ce qu'on veut du nouveau programme Creative Europe, mais d'une certaine manière, il y a des avancées considérables dans ce programme. Donc on sent qu'il y a un regain d'intérêt. Le problème que j'ai avec ça, si j'ai un problème, c'est que l'argumentaire est souvent lié à l'idée que la culture devient importante parce qu'elle génère des emplois et de l'économie, ce qui est évident. J'habite dans une région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, sud de la France, 30 300 emplois culturels directs dans la région. Donc c'est un poids. On pense, je n'ai pas la statistique exacte, on pense que c'est le 4e ou le 5e domaine d'activité en termes de création d'emplois. Donc c'est une vraie réalité économique, si vous voulez. Le problème, c'est que si on prend toujours cet angle économique, on oublie la raison principale, la nécessité principale du développement culturel, qui est que la culture est un facteur de paix. À travers ce que je disais tout à l'heure sur le respect mutuel de la dignité, etc., on retrouve le rôle de la culture comme élément essentiel de la paix. Et comme le disent nos amis américains, no peace, no business. Donc avant de savoir si nous allons développer des relations économiques et de créer des emplois, nous devons d'abord créer les conditions de la paix et de la compréhension mutuelle. C'est quelque chose qui est absolument indispensable. J'habite dans les quartiers nord de Marseille, qui sont des quartiers très populaires depuis 23 ans. J'ai essayé de parler avec mes voisins, certains de mes voisins qui sont au Front National et qui n'étaient pas au Front National avant, mais qui sont devenus des gens qui pensent vraiment à droite, voire à l'extrême droite, et qui véhiculent des thèses
xénophobes, vous voyez. Quand vous parlez avec ces gens-là, si vous arrivez à parler avec eux, souvent la réaction, c'est de dire, eux disent, nous ne sommes pas racistes, mais ces gens n'ont pas la même culture que nous, et nous ne pouvons pas nous comprendre. Il y a une barrière culturelle. Il y a vraiment, on voit à nouveau poindre cette grande théorie du choc des civilisations, chacun chez soi, cette diversité culturelle qui est un peu excluante, chacun chez soi, on ferme des barrières. Si vous restez chez vous, ça ne nous dérange pas, nous restons chez nous et nous ne vous dérangerons pas. Le futur du monde ne peut pas fonctionner comme ça. Donc nous sommes bien d'accord sur cette nécessité d'intégrer la culture comme un élément, et le développement culturel comme un élément essentiel de tous les processus de paix. Je travaille actuellement avec un petit groupe de chercheurs sur le rôle de la culture dans la politique de défense et de sécurité en Europe. Quand on m'a proposé ce travail, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir écrire? Et en fait, quand vous tirez sur la ficelle du pull vert, vous retrouvez toutes nos thématiques, toute la cohérence de l'action culturelle et du développement culturel. Donc je pense que dans notre argumentaire, vis-à-vis des décideurs que nous allons interpeller, que nous interpellons déjà, nous devons toujours associer cet argument du développement économique avec l'argument de la cohésion sociale et du facteur de paix. Car seule aujourd'hui, dans certaines circonstances, la culture peut apporter des solutions, ou en tout cas du dialogue, dans des circonstances de guerre. Je sais d'où je parle aujourd'hui. Je sais que la plupart des conflits dans le monde ont des origines culturelles ou cultuelles. Donc on n'est pas sur un supplément d'âme après les choses sérieuses. La culture est au cœur de la société et des relations internationales. Dernier point très rapide, et j'en arrêterai là. Je l'ai déjà souligné à plusieurs reprises. Je suis évidemment très content que nous ayons des représentants du gouvernement français ici. Un des acteurs essentiels de cette mobilité artistique et de tout ce qui va en découler, le développement économique, la paix, etc., ce sont les autorités locales. Le fonds Roberto Cimetta collecte des fonds auprès d'autorités publiques ou auprès de fondations privées. De plus en plus nombreuses sont les autorités locales à soutenir le fonds Roberto Cimetta. Cela nous paraît essentiel. Nous sommes sur une logique de développement de base. Un artiste isolé de sa base, un opérateur culturel isolé de sa base est très fragile. Il peut s'adresser au reste du monde. Il s'adresse au reste du monde de manière beaucoup plus performante s'il s'appuie sur une base solide. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette mobilité individuelle devient toujours un facteur de développement collectif. La mobilité individuelle reste attachée au développement collectif. Le développement collectif, c'est un développement territorial qui n'est pas réservé aux artistes et aux cultureux, mais qui implique les chambres de commerce, les autorités locales. Ce dialogue-là est absolument indispensable. Je pense qu'un certain nombre d'autorités locales, en tout cas en Europe, commencent à le comprendre. Il y a une idée très forte qui fait son chemin, qui doit faire son chemin aussi dans le monde arabe, qui est que je ne connais pas un président de région ou un maire de grande ville qui oserait dire que ça ne présente aucun intérêt pour sa ville ou pour sa région, qu'elle soit considérée créative, attractive, etc. Tous les maires et tous les présidents de région veulent avoir la région la plus créative et la plus attractive de la planète. Cela veut dire qu'il faut qu'ils soutiennent leurs artistes et le développement de leurs artistes. Cela veut dire qu'il faut qu'ils mettent en place des mécanismes croisés pour que chaque bassin de population devienne une source de production culturelle et non pas une zone dont on s'échappe pour rejoindre des triangles d'or culturel auprès des très grandes capitales, des villes-mondes qui sont en train de d'essaimer dans le monde. Le problème que nous avons dans beaucoup de régions, et pas simplement dans le monde arabe, c'est la fuite des cerveaux. Quand nous avons un bon artiste ou un bon opérateur culturel, s'il est jeune, sa première tendance, et on peut le comprendre, c'est de rejoindre Paris, Londres, Bruxelles, les grandes capitales mondiales. Comment on va faire, et ça c'est un problème de gouvernance locale, pour attacher, non pas définitivement, mais pour consolider la base sur laquelle ces créatifs habitent, de manière à ce que dans leur mobilité, ils puissent ramener le bénéfice de leur mobilité à leur collectivité. Ça c'est un élément politique essentiel. Seuls les politiques locaux peuvent s'en emparer. Les artistes et les opérateurs culturels ne peuvent pas porter cette chose-là toute seule.
leur responsabilité, c'est de convaincre leurs élus locaux, leurs pouvoirs locaux, de l'importance d'organiser cette mobilité et d'organiser ce développement culturel. Donc encore une fois, nous ne sommes pas une agence de voyage, nous ne sommes pas là juste pour payer des billets d'avion. Ce qui nous intéresse, paradoxalement, c'est ce qui se passe une fois que les gens rentrent et comment ils le partagent avec les gens avec qui ils habitent, là où ils habitent. À ces conditions, nous verrons émerger, je l'espère, j'en suis sûr, des porteurs de projets forts qui sont capables de s'adresser au reste du monde et qui sont capables de créer une relation équitable. L'enjeu de la mobilité, c'est celui-là, et j'aimerais beaucoup que nous en parlions aujourd'hui. Je vous remercie.